Les excuses sont les refuges de ceux qui ont peur de leur propre puissance. Friedrich Nietzsche. Tu parles des circonstances comme si elles étaient une force active, comme si elles avaient une volonté propre, comme si elles décidaient à ta place. Tu dis que le contexte est compliqué, que le moment est mauvais, que la situation n'est pas favorable. Ces mots reviennent sans cesse, parce qu'ils te permettent de rester exactement là où tu es, tout en ayant l'impression d'être lucide. Les circonstances sont devenues ton argument préféré, parce qu'elles déplacent la responsabilité hors de toi sans jamais te contredire ouvertement. Ce que tu refuses de voir, c'est que les circonstances ne font rien. Elles ne bloquent pas. Elles ne contraignent pas. Elles testent. Elles révèlent. Elles mettent à nu ce que tu es prêt à assumer et ce que tu refuses d'endosser. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et en tirer des trajectoires opposées. Ce qui change n'est pas le contexte, c'est la position intérieure face à ce contexte. Mais cette vérité est difficile à supporter, parce qu'elle détruit l'idée que tu attends encore quelque chose d'extérieur pour commencer à vivre autrement. Tu dis souvent que tu n'as pas le choix. C'est presque toujours faux. Ce que tu veux dire en réalité, c'est que tu n'as pas de choix confortable. Il y a toujours au moins deux options. Rester là où tu es ou accepter une perte. La perte de sécurité, la perte d'image, la perte de stabilité. Tu choisis alors la continuité et tu appelles cela sagesse. Mais cette sagesse ressemble étrangement à une peur bien organisée. Nietzsche voyait dans l'invocation permanente des circonstances une forme de mensonge moderne. Un mensonge poli, socialement acceptable, intellectuellement défendable. Dire « je ne peux pas à cause de » permet d'éviter une phrase beaucoup plus honnête et beaucoup plus dangereuse. Je ne veux pas payer le prix. Car chaque décision réelle exige un prix. Et ce prix n'est jamais abstrait. Il touche ton confort, ton identité, ta place dans le regard des autres. Regarde ta vie sans détour. Combien de fois as-tu expliqué ton immobilité par l'état du monde, par la complexité de la situation, par l'époque difficile? Combien de projets as-tu laissés en suspens parce que le contexte n'était pas idéal? Cette attente n'est pas neutre, elle te façonne, elle t'apprend à différer. Elle t'habitue à vivre dans un futur imaginaire où tout sera plus simple. Mais ce futur n'arrive jamais, parce que tu continues à l'utiliser comme prétexte. Les circonstances sont devenues ton écran de fumée. Derrière elles, tu caches une vérité plus simple. Tu évites le choix. Tu évites le moment où tu devrais dire oui ou non clairement. Tu évites la rupture. Tu évites le risque d'avoir tort. Tu évites surtout la responsabilité de ce qui suivrait. Tant que tu peux dire que ce n'est pas le bon moment, tu n'as pas à te confronter à ce que tu veux réellement. Nietzsche n'aurait jamais nié la difficulté de la vie. Il savait que le monde est instable, injuste, imprévisible. Mais il refusait d'en faire une excuse. Pour lui, la valeur d'un homme se mesure précisément à ce qu'il fait quand les conditions ne sont pas idéales. Attendre des circonstances parfaites, c'est attendre de ne plus être vivant. La vie ne t'offre jamais un terrain neutre. Elle t'impose toujours une tension. Et c'est dans cette tension que tu te révèles. Tu crois peut-être que tu es réaliste. En réalité, tu es prudent jusqu'à l'immobilité. Tu ajustes tes désirs à ce que tu penses pouvoir supporter sans bouleverser ton équilibre. Tu appelles cela maturité. Mais cette maturité est souvent une capitulation lente. Elle te protège du chaos, mais elle t'empêche aussi de créer quoi que ce soit de nouveau. Et ce que tu ne crées pas
finit toujours par se retourner contre toi sous forme de frustration. Les circonstances ne disparaîtront jamais. Elles changeront de visage, mais elles resteront toujours imparfaites. Si tu attends qu'elles deviennent favorables, tu attendras toute ta vie. Et pendant ce temps, tu continueras à expliquer ton immobilité par des facteurs extérieurs, jusqu'à ce que cette explication devienne ton identité. À ce moment-là, ce ne sont plus les circonstances qui te bloquent, c'est toi qui t'es habitué à ne plus choisir. Avant d'aller plus loin, fais une observation simple, pas une analyse. Aujourd'hui, repère une situation précise où tu te dis intérieurement « ce n'est pas le bon moment ». Ne cherche pas à la corriger. Demande-toi simplement « qu'est-ce que je risque réellement si je cesse d'attendre ?» La réponse ne sera pas abstraite, elle sera concrète et elle te mettra mal à l'aise. C'est normal. La suite ira encore plus loin. Elle montrera comment l'attente devient une forme de renoncement permanent. Tu attends. Tu appelles cela patience, discernement, intelligence stratégique. En réalité, tu attends surtout que la décision se prenne sans toi. L'attente est devenue ta manière préférée de traverser la vie sans jamais t'y engager pleinement. Tu regardes les choses évoluer, tu commentes, tu analyses, tu anticipes. Et pendant ce temps, tu restes intact, protégé, inchangé. C'est précisément pour cela que l'attente est si séduisante. Elle donne l'illusion du mouvement sans le risque de l'action. Ce que tu refuses de voir, c'est que l'attente n'est jamais neutre. Elle a un coût. Chaque jour passé à attendre renforce une posture intérieure très précise, celle de quelqu'un qui s'autorise à remettre sa vie à plus tard. Et ce plus tard devient une promesse vague qui ne se réalise jamais. Nietzsche voyait dans cette posture une forme de nihilisme discret. Non pas le désespoir spectaculaire, mais l'usure lente de la volonté. L'homme n'abandonne pas brutalement, il se dilue. Tu dis que tu attends le bon moment. Mais le bon moment n'est jamais qu'un instant où le risque semble supportable. Et ce moment est rare, parce que la vie n'a aucun intérêt à te ménager. Elle te confronte toujours à une part d'incertitude. Attendre que cette incertitude disparaisse, c'est refuser le principe même de l'existence. C'est vouloir une vie sans tension. Et une vie sans tension est une vie sans création. Regarde honnêtement ce que l'attente a produit chez toi. Est-ce qu'elle t'a rendu plus fort, plus clair, plus vivant? Ou est-ce qu'elle t'a surtout appris à justifier ton immobilité avec des mots élégants? L'attente prolongée n'affine pas la volonté, elle l'émousse. Elle t'habitue à vivre dans l'hypothèse plutôt que dans le réel. Tu deviens quelqu'un qui pourrait faire beaucoup de choses, mais qui ne fait rien. Et cette potentialité non utilisée finit par se transformer en ressentiment. Nietzsche considérait l'attente comme une forme de refus de soi. Attendre, c'est souvent refuser de reconnaître ce que tu veux réellement, parce que reconnaître un désir impose d'en assumer les conséquences. Tant que tu dis « pas maintenant », tu n'as pas à répondre à la question suivante. Et si c'était le seul moment que tu aies? Cette question est violente, parce qu'elle détruit l'idée que tu contrôles le rythme de ta vie. En réalité, le temps ne t'obéit pas, il passe, et il ne te demande jamais ton avis. Tu te racontes peut-être que tu te prépares, que tu accumules des ressources, que tu construis les bases. Mais il y a une différence nette entre se préparer et se cacher derrière la préparation. La préparation a une durée, elle mène quelque part. L'attente, elle, s'auto-justifie. Elle se nourrit d'elle-même. Plus tu attends, plus tu trouves de bonnes raisons de continuer à attendre. Et un jour, tu appelles cela ton caractère. Ce caractère devient alors prudent, mesuré, raisonnable.
Il évite les excès, les ruptures, les risques visibles. Il inspire confiance aux autres parce qu'il ne dérange rien. Mais à l'intérieur, quelque chose s'assèche. Tu perds le sens de l'initiative, tu perds la capacité de trancher, tu deviens dépendant des signaux extérieurs pour bouger. Et quand ces signaux ne viennent pas, tu restes figé. Il faut que tu comprennes ceci sans détour. Attendre est déjà une décision. Et c'est souvent la décision la plus coûteuse, parce qu'elle se présente comme une absence de décision. Elle te permet de dire que tu n'as rien choisi, alors que tu as choisi la continuité. Et la continuité, dans une vie qui ne te satisfait pas, est une forme de sabotage discret. Nietzsche ne t'aurait pas demandé d'agir n'importe comment. Il ne t'aurait pas demandé de te précipiter aveuglément. Il t'aurait demandé de cesser de te mentir sur la nature de ton attente. Est-ce une préparation réelle ou est-ce une peur déguisée ? Tant que tu refuses de nommer cette peur, elle gouverne. Et tant qu'elle gouverne, tu restes immobile tout en croyant être prudent. Avant de poursuivre, fais une observation simple. Pense à une chose que tu dis attendre depuis longtemps. Pas quelque chose d'abstrait, quelque chose de concret. Demande-toi ensuite sans détour, qu'est-ce que je perds chaque jour en continuant à attendre ? Ne cherche pas à répondre positivement. Regarde simplement ce qui s'érode. Le temps, l'énergie, le respect de toi-même. Cette érosion est silencieuse, mais elle est réelle. La suite montrera comment l'attente finit par devenir une identité et comment cette identité te coupe définitivement du choix. À force d'attendre, quelque chose change en toi. Pas de manière brutale, pas de façon visible. C'est plus lent que cela, plus insidieux. L'attente cesse d'être une stratégie temporaire et devient une manière d'être au monde. Tu ne dis plus seulement « j'attends », tu deviens quelqu'un qui attend. Et cette transformation est décisive parce qu'elle redéfinit la façon dont tu te perçois et dont tu te traites. Quand l'attente devient identité, tu commences à te décrire comme quelqu'un de prudent, de réfléchi, de mesuré. Tu valorises ta retenue. Tu te distingues de ceux qui prennent des risques visibles, parfois maladroits, parfois excessifs. Tu te dis que tu es différent, plus mature, plus lucide. Mais cette lucidité est souvent une rationalisation. Elle te permet de rester immobile sans ressentir la honte de l'inaction. Elle transforme ton renoncement en qualité morale. Nietzsche aurait vu là une inversion des valeurs. Ce qui, au départ, était une incapacité à agir, devient progressivement une vertu. Ce qui relevait de la peur est rebaptisé sagesse. Ce glissement est dangereux parce qu'il ferme toute possibilité de remise en question. Si ton immobilité est une qualité, pourquoi la remettre en cause ? Si ton attente est une preuve d'intelligence, pourquoi la rompre ? Tu construis alors un système cohérent qui te protège de toute confrontation avec toi-même. Cette identité d'attente s'exprime dans les détails de ta vie quotidienne. Tu repousses des décisions simples. Tu ajournes des conversations nécessaires. Tu tolères des situations qui te diminuent. Tu t'habitues à vivre légèrement en dessous de ce que tu sais possible. Et à force, ce légèrement devient la norme. Tu ne souffres pas assez pour changer, mais tu souffres trop pour être en paix. C'est l'état le plus courant et le plus stérile. Tu te dis peut-être que tu es réaliste, que tu connais les limites du monde, que tu sais comment les choses fonctionnent. Mais ce réalisme est souvent une manière d'éviter la confrontation avec ton propre désir. Désirer vraiment, c'est s'exposer à l'échec. C'est risquer de découvrir que tu n'es pas à la hauteur de ce que tu veux. Alors tu préfères réduire le désir plutôt que d'affronter cette possibilité. Tu appelles cela maturité. Nietzsche y voyait une forme de fatigue de l'âme. À partir de ce moment, les circonstances ne sont même plus nécessaires comme excuses. Tu n'as plus besoin de les invoquer consciemment. Elles sont intégrées à ta manière de penser. Tu anticipes les obstacles avant même qu'ils n'apparaissent.
Tu ajustes tes ambitions à l'avance. Tu t'auto-limites sans conflit. Et cette auto-limitation devient presque invisible parce qu'elle est présentée comme du bon sens. Ce bon sens te rend compatible avec le monde tel qu'il est. Il te permet de fonctionner, de t'adapter, de survivre sans trop de heurts. Mais il t'empêche de créer une trajectoire qui t'appartienne réellement. Tu vis dans une logique de réaction plutôt que d'initiative. Tu attends que quelque chose t'oblige à bouger plutôt que de décider de bouger. Et quand cette obligation ne vient pas, tu continues à attendre. Nietzsche considérait cette posture comme une forme de renoncement déguisé. Pas un renoncement dramatique, mais un renoncement discret, quotidien, presque invisible. L'homme ne dit jamais « j'abandonne ». Il dit « ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas le moment, ce n'est pas réaliste ». Et ainsi, il se protège de la violence d'un choix clair. Mais il paie ce confort par une perte progressive de vitalité. Il faut que tu entendes ceci clairement. Tant que tu te définis comme quelqu'un qui attend, tu n'es plus en relation avec ce que tu veux, mais avec ce que tu acceptes. Et ce que tu acceptes finit toujours par définir ta vie bien plus sûrement que ce que tu désires en secret. L'attente prolongée ne prépare rien, elle installe. Arrête-toi un instant ici. Observe une phrase que tu utilises souvent pour te décrire. Je suis prudent. Je réfléchis beaucoup. Je ne me précipite pas. Demande-toi sans ironie, est-ce une description honnête ou est-ce une justification élégante de mon immobilité ? Cette question n'exige pas de réponse immédiate. Elle exige seulement que tu cesses de t'aveugler. La suite portera sur le moment précis où l'attente se transforme en renoncement assumé et sur ce que cela produit à long terme. Il arrive toujours un moment où l'attente cesse d'être inconsciente. Un moment où tu sais. Tu sais que tu ne fais plus que temporiser. Tu sais que ce que tu appelles prudence est devenu une manière de ne plus te confronter. Tu le sais, mais tu continues quand même. C'est là que l'attente se transforme en renoncement. Pas un renoncement proclamé, un renoncement discret, intérieur, presque honteux. Et c'est précisément ce qui le rend durable. À ce stade, tu ne crois plus vraiment que les circonstances vont changer. Tu ne crois plus vraiment que le bon moment arrivera. Mais tu continues à agir comme si c'était le cas. Tu maintiens le discours, parce qu'il te permet de préserver une image acceptable de toi-même. Tu continues à dire plus tard, non pas parce que tu y crois, mais parce que dire jamais serait trop violent. Alors tu choisis une troisième voie, le flou. Ce flou te permet de rester en mouvement apparent. Tu fais des ajustements mineurs, tu changes des détails, tu optimises à la marge. Tu parles d'évolution, mais tu évites soigneusement tout ce qui impliquerait une rupture claire. Tu avances latéralement. Et ce mouvement latéral te fatigue plus qu'une décision franche, parce qu'il ne mène nulle part. Nietzsche aurait vu là une volonté qui se consume elle-même, incapable de se fixer sur un but. Le renoncement n'est pas toujours synonyme de tristesse. Il peut être calme, il peut être raisonnable, il peut même être accompagné d'un certain soulagement. Tu te dis que tu as cessé de te battre contre le réel, que tu as accepté les limites, que tu es devenu plus sage. Mais ce soulagement est trompeur. Il ressemble à la paix, mais il est en réalité une anesthésie. Tu ne souffres plus autant, parce que tu n'espères plus vraiment. C'est ici que beaucoup d'hommes s'installent définitivement. Ils construisent une vie fonctionnelle, supportable, parfois même confortable. Ils remplissent leurs obligations. Ils respectent les règles. Ils trouvent des justifications cohérentes à ce qu'ils ont abandonné. Ils deviennent experts dans l'art de minimiser leurs désirs. Et plus ils minimisent,
plus ils se convainquent que ces désirs n'étaient pas importants. Mais au fond, quelque chose ne cesse de grincer. Nietzsche appelait cela la fatigue de la volonté. Non pas une incapacité physique ou mentale, mais une lassitude profonde face à l'exigence de se choisir soi-même. Se choisir demande une répétition constante, chaque jour, chaque situation. Renoncer, au contraire, ne demande qu'un seul geste, laisser faire. Et ce geste est incroyablement facile à répéter. Il devient une habitude, puis une identité. À partir de là, tu commences à juger ceux qui osent. Tu les trouves imprudents, naïfs, excessifs. Leur énergie t'agace, leur audace te met mal à l'aise. Non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle te rappelle ce que tu as cessé d'autoriser en toi. Tu n'as pas besoin de les attaquer frontalement. Il suffit de les qualifier d'irréalistes. C'est une manière élégante de te rassurer. Ce renoncement discret produit un effet pervers. Plus tu évites les choix décisifs, plus tu deviens dépendant de ce qui est déjà là. Tu t'accroches à ce que tu as, même si cela te diminue, parce que l'alternative impliquerait de reconnaître que tu as attendu trop longtemps. Et cette reconnaissance est douloureuse. Alors tu préfères maintenir le statu quo. Tu appelles cela stabilité. Mais cette stabilité est souvent une prison bien entretenue. Il faut que tu comprennes ceci clairement. Le renoncement n'est pas neutre. Il ne te protège pas du chaos. Il le déplace. Il transforme un chaos visible en un chaos intérieur, silencieux, persistant. Tu continues à fonctionner, mais tu perds progressivement le sentiment d'être l'auteur de ta propre vie. Tu deviens gestionnaire de conséquences plutôt que créateur de trajectoires. À ce stade, pose-toi une question sans chercher à y répondre tout de suite. Y a-t-il dans ta vie une chose importante que tu as cessé de vouloir ouvertement, non pas parce qu'elle était impossible, mais parce que tu as renoncé à assumer ce qu'elle exigerait de toi? Ne réponds pas avec des arguments, observe simplement la résistance intérieure. Cette résistance est un signal. Il ne reste plus qu'une étape, et elle est sans compromis. Il y a un moment précis où l'on ne peut plus dire que l'on attend. Un moment où l'on ne peut plus prétendre que l'on réfléchit. À partir de là, il faut être honnête. Tu as choisi de ne pas choisir. Et ce choix a une conséquence directe. Il transforme ta vie en quelque chose qui t'arrive, au lieu de quelque chose que tu conduis. C'est à cet endroit exact que les circonstances cessent définitivement d'être une excuse. Elles deviennent un alibi conscient. Tu sais désormais que le monde ne changera pas pour te faciliter la tâche. Tu sais que les conditions ne seront jamais idéales. Tu sais que personne ne viendra t'autoriser à agir. Et pourtant, tu continues à attendre. Pourquoi ? Parce que choisir t'exposerait. Parce que choisir te rendrait visible. Parce que choisir t'obligerait à assumer non seulement un échec possible, mais aussi une réussite qui bouleverserait ton équilibre actuel. Beaucoup d'hommes n'ont pas peur d'échouer. Ils ont peur de ne plus pouvoir se cacher derrière l'attente. Nietzsche ne voyait pas dans cette posture une simple faiblesse psychologique. Il y voyait une décision morale déguisée, une décision de rester en dessous de sa propre capacité, une décision de préférer la sécurité à la création. Et cette décision, répétée jour après jour, devient une manière d'exister. Tu ne te définis plus par ce que tu veux, mais par ce que tu évites. Tu organises ta vie autour de ce qui ne dérange pas. Et ce qui ne dérange pas ne transforme jamais rien. Il faut que tu entendes ceci sans détour. Tant que tu continues à invoquer les circonstances, tu protèges une seule chose, ton refus de choisir. Ce refus peut être intelligent, argumenté, nuancé. Il peut même être admiré par certains. Mais il produit toujours le même résultat.
une vie qui avance sans direction propre, une vie où tu subis des conséquences que tu n'as jamais clairement décidées, mais que tu as laissées s'installer. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu n'as pas besoin de meilleures conditions, tu n'as pas besoin d'un contexte plus favorable. Tout cela n'est qu'une manière de différer le moment où tu devras regarder une vérité simple. Chaque jour où tu ne choisis pas consciemment, tu choisis par défaut. Et ce choix par défaut est presque toujours aligné avec la peur, jamais avec la force. Nietzsche parlait de responsabilité non pas comme d'un fardeau moral, mais comme d'une ligne de démarcation. D'un côté, l'homme qui accepte de porter les conséquences de ses choix. De l'autre, l'homme qui préfère expliquer sa vie plutôt que la risquer. Aucun des deux n'est puni par le monde, mais leurs trajectoires n'ont rien à voir. L'un devient auteur, l'autre devient commentaire. Il n'y a rien de tragique dans le fait de reconnaître que tu as évité des choix. Ce qui est tragique, c'est de continuer à les éviter tout en te racontant que tu n'y pouvais rien. Cette histoire te protège aujourd'hui, mais elle te coûtera demain. Elle te coûtera en énergie, en respect pour toi-même, en vitalité. Et un jour, elle te coûtera en amertume. Voici maintenant une pratique. Elle n'est pas là pour t'aider à changer. Elle est là pour te rendre impossible le retour au mensonge confortable. Pendant les prochains jours, chaque fois que tu te surprends à parler des circonstances, à voix haute ou intérieurement, arrête-toi une seconde. Reformule silencieusement la phrase. Remplace « je ne peux pas à cause de » par « je choisis de ne pas parce que ». Ne corrige rien, ne t'oblige à rien. Observe simplement l'effet de cette reformulation. Si elle te met mal à l'aise, c'est qu'elle est exacte. Cette série ne te promet rien, elle te retire seulement les excuses. Ce que tu feras ensuite ne dépendra que d'une chose, ta capacité à supporter la responsabilité de ta propre vie sans te réfugier derrière les circonstances. Et si demain ressemble à aujourd'hui, souviens-toi de ceci. Ce ne sera pas le monde, ce sera ton choix. Merci pour ton attention. Si cette vidéo t'a parlé, écris quelques mots en commentaire. Et si ce format te convient, tu peux t'abonner. À la prochaine.